Bonjour tout le monde, ici André Fauteux du magazine La Maison du 21e siècle. En ce mercredi 1er juin 2022, je suis très heureux d'avoir avec moi Steven Rousseau, qui est l'expert en batterie chez le fabricant québécois Voltium de piles au lithium. Bonjour Steven. Bonjour André, ça fait plaisir d'être là. Ben moi aussi, écoute, on s'est parlé depuis une semaine et puis je me suis dit, il faut qu'on fasse une entrevue parce que tu es vraiment expert en la matière. C'est Rémi Pratt qui m'a présenté à votre entreprise, Rémi, qui est le grand formateur en photovoltaïque au Québec, entre autres pour Rématec, qui est le plus grand distributeur. Et puis, je serais content de savoir qu'on est un fabricant au Québec et j'ai vu que vous avez vraiment des produits haut de gamme. Alors, tu vas nous aider un peu parce que beaucoup de gens ont vécu une panne majeure au Québec. À Saint-Adèle, on était peut-être la pire ville au Québec. Moi, je suis chanceux, ça a juste duré 48 heures. On a perdu quelques heures jeudi également. Mais j'ai un voisin au bout du lac Lucerne qui a brûlé pour 600 pièces d'essence. Et puis, il y a un arbre qui est carrément tombé sur son entrée électrique privée, donc il a été un des derniers raccordés. Et là, c'est toujours le gros débat. Hein? Quelles sont les options si on veut faire marcher frigo, la pompe pour le puits, des choses comme ça? Puis lui, il m'a dit, ben écoute, c'est 500 André, une génératrice. Je l'ai depuis plusieurs années. Il n'appart même pas tous les mois, puis il dit qu'elle roule très bien. Fait que lui, ça ne l'a pas dérangé de polluer, pas juste le bruit, mais les gaz à effet de serre, évidemment. Donc, ce que toi et moi, on prêche, ce n'est pas pour tout le monde, mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là ou les gens qui ont des petits power packs comme celui que je t'ai envoyé, comment il s'appelait? C'était EcoFlow. EcoFlow avec un W, qui a l'air d'un système intéressant. Donc, quels sont les avantages de vos produits par rapport à ce que ces dinosaures offrent là? Quoi, EcoFlow, ce n'est pas un dinosaure, mais ce n'est pas dans la même ligue que vous, évidemment. Donc, je vais montrer votre site web, Voltium. D'abord, que dire des génératrices par rapport à ce que vous offrez? En général, je dirais il y a deux approches à l'autonomie énergétique. Fait que, comme la majorité du monde au Québec sont reliés à Hydro-Québec, on parle vraiment d'avoir un système comme d'appoint. Puis je qualifierais deux groupes de systèmes d'appoint, un avec autonomie bien définie. Donc, on parle des EcoFlow, des appareils qui ont les batteries onduleurs. Autonomie définie parce qu'une fois que la batterie est à terre, on n'a plus d'autonomie, on n'a plus de courant. Donc, c'est des bonnes solutions si on veut se préparer, admettons, à dire, moi, je serais prêt à passer 4 heures pas d'électricité, mais je veux que mon réfrigérateur continue ou mon congélateur. Ou si c'est en hiver, peut-être le brûleur sur ma fournaise, comme ça, je peux continuer d'avoir de la chaleur. Mais il faut vraiment calculer qu'est-ce qu'on veut faire rouler, la charge et pendant combien de temps. Après combien de wattheures? Hein? On ne parle même pas de kilowattheures au début, c'est des wattheures. Il faut calculer la puissance en watts ou en ampères de chaque appareil et combien d'heures, c'est ça. Puis, les petits systèmes comme EcoFlow, ça ne dure pas très, très longtemps. Hein? C'est ça, je pense que c'est comme dans 1 kilowatt d'énergie stockée. 1 kilowattheure. 1 kilowattheure. Puis en général, un frigidaire pleine grandeur, Energy Star, va prendre à peu près 1 kilowatt par jour. Donc, toujours 1 kilowattheure, là. 1 kilowattheure par jour, oui. 1 kilowatt pendant 1 heure ou 10 heures à 0,5 à 500 watts. C'est ça, ou moins. Mais les appareils viennent souvent avec une étiquette qui dit justement combien de kilowattheures par année. On divise par 365. Puis on a. Ou en fait, je pense que j'ai mal calculé. C'est 1000 watts pendant 1 heure qui donne 1 kilowattheure. Oui. Sinon, c'est 100 watts pendant 10 heures. Hein? C'est ça. Ou encore 50 pendant 20 heures. C'est ça. Donc, chacun, on doit vraiment identifier quels sont les appareils d'urgence qu'on veut avoir. Puis là, on ne peut pas prédire si la panne va durer une journée ou une semaine. Et avec les changements climatiques, évidemment, on le voit là que
je pense que ce n'est pas la dernière qu'on voit la grosse panne pendant une semaine. Heureusement, on n'était pas en hiver non plus. C'est ça. Donc, avec ces systèmes-là, c'est prévisible, mais c'est limité. Une fois que les batteries sont à terre, ben, on revient au même point où on n'a plus d'énergie. Si on va plutôt avec une génératrice, c'est une option, c'est certain. Moi, je suggère tout le temps de prendre la génératrice la plus petite qu'on a de besoin. Ça fait qu'on fait encore le même exercice. Qu'est-ce qu'on veut faire rouler? Combien de wattage ça va nous prendre en continu pour, mettons, la fournaise, le congélateur, le frigidaire. Et après ça, choisir, c'est ça, la génératrice la plus petite qu'on peut parce que j'ai vu ça pendant la tempête de glace de 98. Quand il y a vraiment une grosse panne, ben, les stations essence sont en panne aussi. Fait que la génératrice qui marche au gaz, une fois que tu as brûlé ton 5 gallons, tu es encore de retour à j'ai plus d'énergie. En effet. Fait que ça serait une génératrice de quoi? De 1000, 2000 watts que tu recommanderais? C'est ça. Moi, j'avais dans le temps une génératrice de 2000 watts. Ça faisait très bien l'affaire pour faire fonctionner la fournaise. Quelques petits appareils. Le désavantage, c'est que pour avoir du courant, il faut que la génératrice soit allumée. Puis, ça fait du bruit. En plus du désagrément du bruit, je me souviens pendant la tempête encore de 98, la tempête de glace, quand il n'y a aucun courant dans toute une communauté, puis on entend une génératrice au loin, on sait exactement où il faut aller le soir pour la voler. Il y avait du monde qui se faisait voler à la génératrice. Ah oui, OK. Donc, il faut un peu prévoir le coup. Quand c'est des pannes de 4-5 heures, comme il n'y a rien là, mais c'est vraiment une panne où c'est le poteau électrique qui a été cassé, on sait que, OK, on en a pour une couple de jours. Donc, des petits systèmes d'appoint, c'est défini, c'est quelques heures. Une génératrice, bien, ça prend du gaz, ça fait du bruit. Moi, souvent, je vais proposer les deux. Donc, un système où on a une bonne batterie, un onduleur pour convertir le DC à du 120 AC et aussi une petite génératrice. Comme ça, admettons, on part avec un système, une batterie, là, on veut de quoi de solide dans la maison, on a notre bureau à la maison, on veut l'ordinateur, plusieurs affaires, on veut être quand même assez indépendant. Une batterie 5 kW avec un onduleur peut-être 2 kW et un chargeur, ça fait un très, très bon kit de départ. Vraiment, là, tu parles de kilowatts, mais c'est toujours des kilowattheures. Hein, kilowattheure, oui. Merci, André, de me rappeler. Donc, 5 kWh par batterie qui serait stocké dans chacune. Moi, je pense que je vais y aller pour 2 à 10 kWh parce que j'ai un bureau à la maison. Avant de parler de vos produits, est-ce qu'on peut présenter un peu votre entreprise? Parce que j'ai vu que il y a diverses technologies de batteries au lithium. Les gens parlent des incendies, entre autres. Et j'ai vu qu'il y avait une poursuite, mais pas à cause des feux, parce que c'est Hydro qui a acheté et développé la technologie qui est vraiment haut de gamme que vous utilisez et qui a été copiée par des Américains, semble-t-il. Qui a fondé votre entreprise, premièrement? C'est une entreprise locale. C'est Yanni Sanson et Joël Lafetière. C'est vraiment eux qui ont parti ça. Yanni, ça fait à peu près 10 ans pour vraiment le début de la compagnie, les recherches et tout ça. Ça un ingénieur? Informaticien, entre autres, parce que les batteries, c'est des batteries intelligentes avec des ordinateurs de bord qui communiquent avec d'autres équipements. Donc, ça prend un background informatique. Et ça fait, je dirais, à peu près 3 ans que les produits sont vraiment prêts, sont produits et qu'on a commencé à les vendre. Et puis, Yanni, est-ce qu'il a travaillé à l'Hydro, à l'IREC ou avec les chercheurs de l'IREC? C'est ça. Yanni a eu l'assistance d'électrochimistes d'Hydro-Québec qui sont venus aider à choisir les cellules, le design. Ce qu'on essaie tout le temps de faire, c'est avoir une batterie de très haute qualité. Donc, on veut aller chercher des cellules lithium, fer, phosphate. C'est des cellules au lithium qui sont très sécuritaires. Ils n'explosent pas en feu, même s'ils sont défoncés. C'est même probablement les cellules au lithium quasiment les plus sécures. Donc, on prend ceux-là.
d'un grand manufacturier qui fait les cellules pour des voitures. Donc, c'est vraiment de la haute qualité. On choisit les cellules grade A qui sont toutes assorties ensemble dans un lot. Avec ça, les détails de construction, les barres qui connectent les batteries ensemble pour faire passer le courant en aluminium assez pur qui résiste à la corrosion. Les barres sont soudées après les batteries pour s'assurer d'un bon contact durable pendant au moins 10 ans. L'ordinateur de bord, qu'on appelle souvent le BMS, Battery Management System, il y en a de tous les prix. Les composantes, essentiellement, plus qu'on met d'argent, on a des meilleures composantes qui vont durer beaucoup plus longtemps, résister à la chaleur. On prend des BMS vraiment de très haute qualité, soit de Texas Instruments ou de Microchip pour les plus grosses batteries. Ça, c'est l'ordinateur qui gère, le Battery Management System. C'est ça. On s'est assuré aussi de mettre l'ordinateur de bord dans un compartiment facile à accéder dans la batterie parce que on a grande confiance que les cellules vont durer très, très longtemps. Ils sont faits pour faire au moins 3500 cycles de 100 à zéro. Et à la fin de les 3500 cycles, il reste encore au-dessus de 80 de capacité dans les cellules. Donc, ça, c'est assez facilement 10 ans à quasiment vider la batterie de 100 à zéro à tous les jours. Les cellules sont très solides. L'électronique, comme l'électronique qu'on connaît, nos laptops et autres, il y a peut-être plus possibilité que ça fasse défaut. Et c'est pour ça qu'on a mis le BMS dans un compartiment accessible. Si jamais il y avait un problème dans 11 ou 12 ans, on peut remplacer carrément l'ordinateur de bord sans avoir à remplacer la batterie. C'est vraiment un grand atout parce que si, mettons comme toi, André, on a plusieurs batteries qu'on a achetées en même temps, après 11 ans, on ne peut pas juste changer une batterie. Parce que là, ça ne sera pas assorti aux autres batteries, elle va charger plus vite. Donc, souvent, quand une batterie fait défaut, c'est mieux de changer le parc, qui peut être très, très dispendieux, mais en changeant juste le BMS, ben là, c'est des solutions de quelques centaines de dollars. Notre parc de batteries dans lequel on a investi est encore très bon et on continue. Okay. Puis si on ne décharge pas tous les jours, ça peut durer plus que 10 ans. Comme moi, si c'est juste un système d'urgence, ben, je suis branché sur Hydro. J'ai la moitié de ma maison, bureau, salle de bain, frigo, congélateur, salon, puis l'entrée, surtout pour l'éclairage, la pompe du puits. Tout ça sur des sous-panneaux séparés. Le puits même, c'est un sous-panneau pour lui-même. Je le fais manuellement pour pas que tout saute quand Hydro saute, évidemment, parce que c'est un gros appel de puissance pour ma pompe. Mais ça, donc, c'est relié aux batteries et c'est rechargé en priorité par le solaire, sinon par Hydro. Mais quand Hydro est là, comment est-ce que ça fonctionne, ces systèmes-là? Si c'est relié aux batteries, est-ce que ça passe quand même par les batteries en tout temps? Donc, c'est à tous les jours que je décharge mes batteries? Il y a moyen de faire ça, mais le plus commun, ça va être un onduleur avec chargeur. Ça, je l'ai déjà, oui, sur mon C'est système ça. avec des batteries au plomb qui sont en fin de vie de 12 ans. Hydro-Québec va rentrer dans l'onduleur chargeur et c'est l'onduleur chargeur qui va regarder s'il voit un courant solide qui vient de l'hydro, il ne va pas s'apprivoisonner des batteries, il va prendre l'hydro. Une fois qu'il détecte que l'hydro n'est plus là, ça peut prendre une vingtaine de millisecondes, là, il flippe et il commence à consommer les batteries. OK. Donc, comme on parlait tantôt, nos cellules qui peuvent faire 3500 cycles à 100 %, l'ordinateur de bord, lui, finalement, il compte les ampères qui sortent. Et, mettons, une batterie 100 ampères-heure, une fois qu'on a compté qu'il a sorti 100 ampères-heure, on dit ça, c'est un cycle. On compte un cycle. On compte 2 cycles, 3 cycles. Dans ta situation où tu es connecté à Hydro, les batteries ne serviraient presque pas. On pourrait dire tu vas peut-être faire 5 à 10 cycles par année sur les 3500 disponibles. Donc, oui, les batteries vont durer pas mal plus longtemps. Puis là, ça va être juste l'effet de vieillissement entre 10 et 20 ans, vraiment, où ce que c'est, comme on parlait, le BMS, c'est plus possible que lui fasse défaut. Si les batteries sont gardées dans un endroit quand même tempéré, pas trop humide, ils vont se garder beaucoup plus longtemps que s'ils sont en dessous d'un chalet
au froid. Ça t'offre très bien ces conditions-là, mais c'est juste pour dire qu'il y a quand même une variabilité, mais on s'attend vraiment à 10 ans, là, au moins, pas de problème avec des batteries bien construites. D'ici là, on peut s'attendre à ce que tous les fabricants d'auto électriques permettent de recharger d'urgence en puisant dans les batteries d'auto également. Hein? Ça serait vraiment bien. C'est ce que j'espère ici pour la maison. C'est éventuellement comme système, système primaire, j'ai les batteries, les panneaux solaires. Système secondaire, j'ai la génératrice. Mais si je peux prendre la voiture électrique pour système secondaire pour la maison, tant mieux. Je vais faire un tour au village, circuit électrique, je remplis ma batterie, je reviens à la maison, je plug la maison, je suis bon pour 2 jours avant de retourner à circuit électrique. C'est ça. J'ai vu que ça commence déjà. Là, il y a Mitsubishi qui permet, c'est l'Outlander hybride qui permet ça déjà ici au Québec. Mais Hyundai teste en Europe avec la nouvelle électrique, comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Ioniq. La 5. Ioniq 5. Ouais. Donc, c'est intéressant. Parle-moi aussi des petits appareils, parce que beaucoup de gens qui sont à la maison disent, je vais acheter un EcoFlow qui est 500 ou 1000 $, mais là, il y a 1 kWh, mais ça dure moins longtemps au niveau des cycles. C'est des appareils, je pense, qui seraient très bien pour quelqu'un qui va faire du bureau à la maison, comme ça fait 2 ans qu'on en fait beaucoup. Pour des petits appareils. Appareils électroniques, ça tire presque aucun jus. Donc, avec 1 kWh de stockage, on est peut-être bon pour quelques journées. Si on en reste à vraiment notre équipement informatique, l'ordinateur, les écrans. Puis un Dell ou deux, quelques-uns. C'est ça. Il faut prévoir le coût pour avoir l'autonomie la plus longue possible. Donc, les petits appareils de même, c'est vraiment l'entrée vers l'autonomie, mais c'est quand même limité. Puis, il y a quand même moyen d'augmenter considérablement l'autonomie avec, mettons, une petite génératrice, ou si on est chanceux, on peut s'installer des panneaux solaires et là, on peut aussi recharger les batteries aux panneaux solaires. Ça, c'est une autre excellente option. Oui, c'est un beau petit système. Mais ce qui va consommer plus, ça serait quoi? La fournaise, la pompe, ça peut consommer combien dans une journée? La pompe pour le puits? La pompe pour le puits, dans mon cas, j'ai un puits artésien, une pompe d'un demi-cheveau qui est à 150 pieds. On est 2 dans la maison ici. Je dirais qu'on peut consommer peut-être une demi-kilowattheure par journée pour une pompe. Ça tire du jus, mais finalement, ça va travailler 20 secondes, ça remplit la tank, ça arrête. Ouais. C'est un cycle qui va se répéter 15-20 fois dans la journée. OK. Ça tire un petit peu de jus à chaque fois, donc on parle d'à peu près un demi-kilowatt. Bien entendu, ça varie beaucoup. Des pompes plus puissantes, pour une résidence, peut-être un demi-kilowatt par jour. Un frigidaire, 1 kilowatt. Je dirais que c'est vraiment les gros appareils, les micro-ondes, les toasters, les bouilloires, les chaufferettes, les appareils qui tirent au-dessus de 1 kilowatt. Ça, c'est très dur à garder une autonomie longue parce que mettons, si je fais marcher le toaster, j'en ai pour 3/4 d'heure, puis ma batterie à 1 kWh est déjà à terre. Oui. C'est pour ça que tout le monde va au propane, mais on va présenter ta maison tantôt. On ne donne pas le secret, on va juste terminer. Donc, au niveau des batteries, si on regarde en fait vos produits, je vais faire un partage d'écran parce qu'il y avait aussi ici le rendement qui est important. Là. Les gens doivent comprendre. Attends un petit peu, non, ce n'était pas le bon. C'est l'autre document que je voulais montrer. Les batteries acide-plomb, c'est vraiment juste une demi. L'énergie qui est promise, c'est vraiment pas ce qui est indiqué sur la batterie. Ce qui est indiqué. Explique un peu la différence, les batteries au plomb versus le lithium, s'il vous plaît. Donc, ici, quand on a construit il y a 7 ans présentement, le premier système, j'ai pris des batteries plomb-acide, des bonnes batteries plomb-acide, mais restent plomb-acide. J'en avais 16 de 6 volts chaque.
filés en parallèle puis en série pour me donner du 48 volts. Il y avait 40 kilowattheures de stockage. Mais une batterie au plomb qu'on décharge à plus que 50 va se sulfater, souvent de façon irréversible. Sulfater, c'est quoi? C'est une espèce de croûte qui se forme sur les plates dans la batterie qui empêche la réaction chimique de se produire. Elle se forme quand la batterie se décharge et quand on recharge la batterie, ce sulfate-là, cette espèce de croûte, se redissout dans l'acide. Mais si on ne recharge pas la batterie assez vite, comme une batterie au plomb, on devrait essayer de la recharger à 100 au moins une fois par semaine. Et on ne veut pas la décharger en bas de 50 parce que la croûte devient vraiment plus épaisse, elle durcit et on ne peut plus la redessoudre. Donc, une batterie plomb-acide, il y a peut-être, c'est ça, un 800 cycles de possible si on ne descend pas en bas de 50 Quand on remplace par batterie au lithium, qu'on peut décharger vraiment jusqu'à 100 avoir la pleine capacité de la batterie, on va souvent mettre une batterie au lithium pour remplacer 2 batteries plomb-acide. On a un exemple assez frappant où des VR, véhicules récréatifs, souvent, ils vont avoir 2 batteries de 6 volts de 210 ampères-heure chaque, branchées en série pour faire du 12 volts, 210 ampères-heure. Nous autres, on peut remplacer avec une batterie au lithium 12 volts, 100 ampères-heure, et la performance, souvent, elle va être même meilleure parce que les batteries au plomb-acide, ils sont vraiment plus neuves, ils ne livraient même pas. L'autre chose qui impressionne beaucoup nos clients, c'est les 2 batteries plomb-acide, ils sont 70 livres chaque. Donc, 140 livres de batterie versus notre batterie 12 volts 100 ampères-heure à 26 livres. C'est vraiment très portatif. Grosse différence. Une de mes questions, c'était justement, est-ce que vous repartez avec les batteries? J'en ai 24 de 2 volts dans mon sous-sol au plomb. Nous autres, on ne repart pas avec les batteries. Par contre, moi, quand j'ai changé mes plombs acides, mes rolls, qui étaient encore en bonne condition parce que je m'en occupais, pour du lithium, je me suis dit, peut-être qu'il y a un marché. J'ai été mis sur Facebook Marketplace, puis j'ai été étonné d'avoir 200 visionnements et des appels quasiment de suite. Il y a un bon marché pour du plomb acide en bonne condition. Ça permet à quelqu'un d'autre d'entrer dans le marché, de devenir plus indépendant de façon énergétique. C'est une façon de recycler les batteries avant de vraiment les envoyer au recycleur. OK, mais qu'est-ce que tu me conseillerais? Parce que les miennes ont 12 ans et le 50 de capacité, le Rémi Pratt m'avait dit de ne pas consommer longtemps quand je suis en bas de 24,5 volts. Puis là, dans la première heure ou deux, là, durant la panne, là, je tombais 24,2. Et donc, on n'a pas utilisé très longtemps. Ça, il faut les recycler. À qui est-ce qu'on pourrait vendre ça? Ou les donner à un recycleur? Est-ce qu'il y a des recycleurs dans Laurentides, par exemple? Il doit sûrement avoir des recycleurs. Les garages, souvent, ils recyclent les batteries. Ça fait que c'est un bon point de départ, un garage, voir s'ils vont reprendre des batteries, un Costco. Il y a peut-être un frais associé, mais en général, batterie au plomb, c'est vraiment recyclable quasiment à 100 On va parler des ferrailleurs aussi, eux vont reprendre ça? Possiblement. Oui. OK. Ouais. Moi, je les ai revendus. Je n'ai pas eu à les recycler. Fait que je ne peux pas vraiment indiquer les meilleures places, mais je sais que c'est ça. La plupart des garages qui vont changer une batterie de voiture vont reprendre l'ancienne batterie et vont la faire recycler. Donc, OK, c'est eux qui s'occupent du recyclage de toutes les batteries au plomb, oui, je comprends. Donc, avec un frais minime, oui. Puis, batterie au plomb acide, pour vraiment savoir sont-elles encore bonnes, c'est un hydromètre pour mesurer la densité de l'acide. C'est là qu'on peut vraiment voir, bon, il reste encore 50 de capacité de la batterie. Un petit peu comme les miennes que j'ai revendues, ils étaient au moins encore à 50 bonnes. Je les ai vendues à 25 du prix de départ. J'ai considéré que c'était un win-win. OK. Moi, je regagnais parce que je ne recyclais pas. Quelqu'un d'autre gagnait parce qu'il y avait une bonne batterie à la moitié du prix. Bien, un quart du prix pour avoir la moitié de la batterie. Ben oui, c'est intéressant. Et ça les permet justement de rentrer, de commencer un système. Parfait. Fait que super, merci des précisions.
Là, j'aimerais présenter vos produits. Euh, Vous avez toutes les gammes, évidemment. Qu'est-ce qui est le plus populaire ces temps-ci? Euh, en général, on a comme deux gammes. On a les batteries comme on voit présentement dans le 12 volts, 24 volts. C'est format plutôt batterie de voiture, batterie de camion. C'est une batterie quand même assez scellée, pas parfaitement scellée, mais scellée, ça peut aller dehors. C'est des bonnes batteries pour bateaux, des moteurs électriques ou des VR encore, ou même des chalets où on va mettre les batteries à l'extérieur du chalet. Ça, c'est très populaire. C'est grande densité énergétique. Garantie 10 ans. Ils ont chacun leur ordinateur de bord en dessous du couvert. On est en développement de nouveaux produits de façon assez constante pour améliorer, mais les batteries qu'on a de base sont de très haute qualité. Puis là, on va rajouter communication avec d'autres appareils pour pouvoir venir lire les données du BMS, les données de la batterie. Donc, on a le format plutôt comme on voit là, et on a aussi le format qui est plutôt maison ou chalet, où c'est une boîte métallique à place qu'on va installer dans un chalet ou dans un garage à côté d'un chalet, plus protégé des intempéries. Ça, c'est surtout des systèmes 24 volts, 48 volts. Oui, tu privilégies le 24 volts. Pourquoi? Dans un petit système VR et autres, souvent c'est du 12 volts. Ça a été la norme depuis longtemps. Dans les chalets, il y a eu évolution de 12 à 24, puis finalement 48 volts. Si je conseille à quelqu'un qui veut partir un système, je dirais, pour un chalet ou une maison, partez tout de suite avec du 48 volts. Il y a un grand choix d'appareils dans le 48 volts et c'est souvent plus efficace. Conversion de 48 volts DC à du 120, c'est des appareils qui sont plus efficaces que, mettons, partir du 12 volts puis monter jusqu'à du 120 volts AC. Pourquoi c'est plus efficace à 48 volts? C'est vraiment surtout l'onduleur qui doit faire la conversion. Et moi, ce que je vois avec mes équipements ici, c'est plus il y a une distance entre les voltages de départ et les voltages de fin. Il y a un petit peu plus de travail qu'il doit faire et c'est un peu moins efficace. L'autre gros avantage du 48 volts, c'est ça prend des câbles de batterie et d'onduleurs qui sont plus petits que du 12 volts. Parce que la grosseur du câble varie avec le courant, non le voltage. Mais on peut avoir à un voltage plus élevé autant de puissance qu'avec du 12 volts, mais avec un quart du courant. Donc, les fils qui sont quand même assez chers, ça prend du fil plus petit. Fait que c'est un autre avantage. OK. Autre chose que vous aimeriez préciser sur vos produits avant qu'on parle de ta maison? Depuis que j'étais à Voltium, ce que j'apprécie vraiment, c'est en parlant aux clients, surtout les clients qui ont déjà nos batteries ou qui ont fait le changement de plomb acide vers nos batteries, c'est à quel point ils vont être finalement émerveillés par la technologie au lithium, que c'est vraiment beaucoup moins pesant, beaucoup plus performant. Le voltage que la batterie fournit va rester très stable jusqu'à à peu près la fin, où là, il y a une chute. Fait que plutôt que de voir nos lumières baisser en intensité ou clignoter s'il y a un autre appareil qui part, batterie lithium, c'est vraiment surprenant à quel point que c'est bon. Pour les recharger, ça recharge finalement beaucoup plus vite qu'une batterie au plomb. Moi, j'ai fait l'expérience ici avec mes batteries au plomb quand la génératrice marchait l'hiver, parce qu'il n'y a pas toujours du soleil. La batterie au plomb va recharger jusqu'à à peu près 70 et là, elle ralentit. Pour aller chercher les derniers 30 ça prend beaucoup plus de temps à ralentir. La génératrice ralentit, on brûle du gaz juste à idle. As-tu fini de te remplir? Ah ouais. Puis avec une batterie au lithium, mon expérience ici, c'est aller jusqu'à 95 pleine la batterie. Elle accepte tout le courant qu'on y envoie. La génératrice marche à 100 pas mal plus efficace. J'estime que j'ai sauvé peut-être un 20 sur le gaz propane pour la génératrice, simplement parce que mes batteries rechargent beaucoup plus vite.
OK. Puis au niveau de la sécurité, l'acide plomb, ça émet de l'hydrogène qui est combustible, il faut les ventiler. Est-ce qu'il y a des précautions au niveau de l'installation des batteries lithium? C'est Euh, vraiment phosphate fer lithium hein, qu'il faut préciser. phosphate, fer lithium, c'est très stable. Il faut dire presque aucun danger de feu, mais je ne vais pas le dire. Dans les nouvelles normes, on suggère de mettre des batteries au lithium parce qu'on ne fait pas la distinction entre des batteries au lithium flammables et inflammables. On dit juste les batteries au lithium, c'est mieux de les mettre pas directement dans un endroit où on va habiter. Livable space. Donc, peut-être un sous-sol non fini, on peut mettre les batteries là. Un garage attaché, un garage détaché. Mais c'est toujours mieux, en général, de ne pas mettre les batteries carrément, mettons, en dessous de la table de cuisine. On pourrait le faire si on sécure, mais garder ça à côté. Ce n'est pas juste la batterie, c'est le câblage, c'est l'onduleur, c'est tout notre kit. Il y a des risques. Fait on met ça dans un endroit non habité, si possible. Et bien entendu, tout le temps, un détecteur de fumée. Comme ça, si jamais il arrive de quoi, probablement pas les batteries. Au moins, on sait qu'il que de la fumée, il faut aller regarder ou finalement sortir de la maison. Mais ça, c'est très rare. Je considère que le plomb acide est probablement plus dangereux avec le gaz hydrogène qui se produit quand on les recharge. Le fait que si jamais ça saute, c'est de l'acide qui nous saute d'en face. Pour ceux qui ont déjà connecté des batteries, on sait que tout de suite, en mettant le dernier contact, il y a des belles étincelles qui se font juste à côté du puits où on a l'acide. Moi, ça me faisait tout le temps capoter. Puis, il faut ventiler l'hydrogène vers l'extérieur. Batterie au lithium, pas besoin de ventiler. Et l'autre avantage que je trouve avec nos batteries 48 volts et 24 volts, c'est qu'on a souvent un breaker. Donc, on peut vraiment fermer la batterie avant de jouer avec les contacts. C'est très sécuritaire. C'est bien plus sécuritaire, ben ouais. Moi, je pense que je vais être content de sortir les batteries au plomb, mon sol. Ça va libérer de la place aussi. Oui, oui, effectivement. Alors, parle-moi un peu de la maison que tu t'es fait construire. Elle est où? Elle est en Estrie, pas trop loin de Valcourt. Okay. C'est une belle région. C'est des champs, des bois, des montagnes. On a été chanceux. On s'est trouvé 11 acres dans un boisé il y a 8 ans à cette heure. On a fait, je dirais, quelqu'un qui veut un projet pareil, allez au village, trouvez votre inspecteur municipal, puis parlez-y tout de suite de votre projet. La meilleure chose, c'est d'avoir l'inspecteur municipal au courant de notre projet qui nous aide. Pas arriver à la dernière minute où ce qu'il va nous dire, expliquer que non, ça, tu peux pas, tu peux pas. Ouais. Fait que ça, on a fait ça pour notre projet. Ça a très bien été. On a été avec la coopérative forestière Val-Saint-François pour faire une coupe sélective du boisé. Il sort 28 % des arbres. C'est une façon de tout le temps avoir un boisé sans nécessairement tout raser. De fond à un calendrier prévu quoi, aux 5-10 ans? Aux 20 ans qui prévoit. 20 ans. Une fois aux 20 ans, oui. C'est ça. C'est surprenant. Il passe une fois, puis l'année d'après, déjà, le feuillage des arbres se rejoint. À 28 %, ça fait vraiment un très bel job jardinière. Les arbres grossissent plus vite. Ils nous ont aussi fait notre clairière s'est assuré de pointer directement vers le sud pour avoir un maximum d'efficacité des panneaux solaires. Donc ça veut dire que toi, tu ne payes pas pour la coupe, mais ils partent avec le bois. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Puis, ils se payent, eux autres, en revendant le bois. Ouais. Et le restant, ils nous le payent. Donc, nous autres, on avait quand même plusieurs milliers de dollars d'excédent. On en a profité pour faire le chemin qui rentre au site. Et c'est un bon point de départ. Intéressant. Vous l'avez fait construire en quelle année? On a fait bûcher, je pense, en 2013. On a construit en 2015. OK. Autoconstruction ou avec un entrepreneur? Un entrepreneur de Danville, très carré. C'est à 2 personnes, Charles et Gilles. Excellent, vraiment, attention aux détails. Quand je leur expliquais que on voulait quand même une maison très proche des normes Passive House,
que ça allait prendre un maximum de 0,6 changements d'air à l'heure. Ils étaient très fiers de dire on peut faire mieux et ils ont fait mieux. Ils ont fait 0,5 changements d'air à l'heure. La maison testée, mais très bien scellée. C'est les constructeurs qui font du Novo Climat depuis plusieurs années? Oui. Depuis la construction, Très Carré a fermé porte. Fait qu'on ne peut plus faire d'ouvrage. Mais ça m'a permis, en tout cas, de voir vraiment deux gars qui travaillent très, très bien, font attention aux détails. Je dirais, si vous faites un projet, une clé du succès, c'est vraiment en anglais, c'est build a relationship avec les constructeurs. C'est sûr que la communication, c'est la base. Hein? Puis c'est ça. Parce que je dis souvent aux gens avant, rencontrer quelques entreprises puis voir si vous connectez avec eux. Absolument, parce que pour avoir une maison qui prend très peu d'énergie, parce que si on veut juste être solaire, on n'a pas le choix, il faut être économe avec l'énergie. Ça prend une attention à la construction, même si on a des bons plans, c'est dans l'exécution. Qu'est-ce qui est dans les murs? Est-ce une fois que le gyproc est posé, on ne le voit pas. Donc, il faut vraiment avoir confiance que le monde, il porte attention aux détails. Ça fait toute la différence vraiment si la maison va fonctionner. Celle-ci qu'on voit là, je dirais, en hiver, si on n'est pas là, si on s'absente quelques semaines, même par gros temps froid, la maison ne descendra pas vraiment en bas de 10 Celsius pendant à peu près 2 semaines, des fois 3 semaines. Surtout s'il fait soleil, parce que la maison va réchauffer aussi. Qu'est-ce que vous avez comme isolation dans les murs, le plafond? C'est sur une dalle ou un sous-sol? Bonne question. Le village, pour une maison, ça prenait absolument une fondation profonde. Donc, c'est une fondation normale sur footing de 6 pieds. La ville exigeait ça? Oui. Pour le parc de maison, c'est à une certaine norme. Finalement, on s'est adapté à ça, il n'y a pas de problème. Le sous-sol est rempli de sable compacté. Il y a 6 pouces de styrofoam extrudé, donc comme du styrofoam bleu, qui fait le tour sur 4 pieds de profondeur des murs en ciment. On remplit ça, après ça, de sable. Sur le sable, on a mis, je pense, 2 pouces de roc concassé 3/4 propre. Ça, c'est pour faire une poche perméable où le gaz radon qui monte du sol peut aller s'accumuler là-dedans et on a un tuyau, après ça, percé dans le concassé qui s'en va dans l'entretoit de la maison pour ventiler le radon, s'il y en a. Par-dessus le 3/4 propre, il y a 6 pouces d'uréthane giclé en couche de 2 pouces à la fois pour pas que ça soit trop épais et que ça ne cure pas parfaitement. Après ça, c'est la dalle de béton. Et après ça, c'est de l'ardoise locale de Val-des-Sources, anciennement Asbestos, qu'on a pris pour la maison pour vraiment faire une masse thermique très, très importante qui fait que quand il fait soleil, c'est surtout le plancher qui va réchauffer. Donc, vous n'habitez pas le sous-sol, vous l'avez rempli de sable. Puis, tu n'as pas besoin de tuyaux d'eau chaude dans la dalle, vu qu'elle a 6 pouces d'uréthane, puis le solaire passif. C'est vraiment très bien. Puis, c'est ça. Dans une maison qu'on avait, on avait un sous-sol. Je trouvais que c'est souvent humide. Fait que j'ai préféré me concentrer sur le garage à côté comme espace de travail plutôt qu'un sous-sol. Et je dois dire, j'en suis très content d'avoir fait ça. OK. Mais là, est-ce qu'il y a 6 pieds, 8 pieds de sable? Le sous-sol, c'est 8 pieds d'eau? C'est ça. Le sol, c'est 6 pieds, donc il y a à peu près 5 pieds de sable et après ça, le gravier, l'uréthane, le ciment. Et à ressol, c'est de l'ardoise noire coupée de façon rustique qu'on a pris ici. Puis ça fait une très bonne masse thermique. Autour de la dalle et de l'ardoise, il y a encore un autre 6 pouces de styrofoam. Donc, la dalle est très bien isolée. Nous autres, quand on rentre dans la maison, si je veux savoir c'est quoi la température, j'ai un petit gun au laser pour mesurer la température du plancher. Puis c'est vraiment le plancher qui décide c'est quoi la température.
On le voit ici avec le poêle. Avant de parler du poêle, qu'est-ce qu'il y a comme isolant dans les murs, les Dans les plafonds? murs, cellulose. La construction, c'est le mur extérieur est construit sur la fondation. Le mur intérieur est construit sur la dalle. Donc, on peut séparer le mur extérieur de le mur intérieur la distance qu'on veut. Nous autres, je pense qu'on a 18 pouces d'espace qu'on a rempli de cellulose. 18 pouces. Ouais, ça donne, je pense, une valeur R d'à peu près R65. Ouais. Dans l'entretoit, on a mis 36 pouces de cellulose pour aller chercher R63. Un 110 ou 120 facteur R dans le plafond, qui est très important. Oui. C'est une vraie maison passive. C'est ça. Les fenêtres de NZP, Net Zero Performance, c'est triple vitrage, certifié Passive House. Très bonne fenêtre. Il faut vraiment concentrer sur une bonne enveloppe, très bien isolée, pas de perte de chaleur par de perte d'air. On a un échangeur d'air et de chaleur Zender, très, très efficace. Allemand? Je pense que c'est Pays-Bas. Ah oui, c'est européen en tout cas. OK. Ça vous coûte combien de chauffage au niveau de l'électricité avant le bois? Donc, la maison, puisqu'on est solaire, il n'y a aucun chauffage là, actif à part le poêle à bois. Okay. Si on n'est pas dans la maison, c'est le soleil qui s'occupe de s'assurer que la maison reste chaude, qu'elle ne gèle pas. Je n'ai pas besoin de jamais vider de tuyaux. Quand on est là, l'hiver, puis il ne fait pas soleil, comme ça arrive assez souvent, bien, on utilise notre poêle à bois Amish. C'est fait en Ontario. Le Pioneer Princess. Pardon? Pioneer Princess. C'est ça, Pioneer Princess. C'est des gars avec des longues barbes. Ils font vraiment des bons poêles utilisables parce qu'ils les utilisent. Grande boîte de feu, un fourneau qui marche bien. Ici, on voit que j'ai même à droite la bouilloire à eau pour tout le temps avoir de l'eau chaude. Le rechaud par-dessus le poêle, c'est magnifique pour les assiettes le matin. Ils sont tout le temps chaudes, prêtes à utiliser. Je vois que le fabricant, c'est Northern Cook Stove, c'est ça? Oui, ça se peut, oui. Ouais. C'est juste que je les avais appelés une fois pour demander une question sur la bouilloire. C'était vers 5 heures. Il m'a répondu sur son cellulaire, mais j'entendais quand même le clip-clop du cheval parce qu'il rentrait en calèche. Parce que les autres, ils ne prennent pas de moteur à gaz. Calèche et cellulaire, c'est bien. Oui, mais je dirais que c'est vraiment un bon poêle. C'est comme c'est le centre, nous autres, de la cuisine d'été qui est connecté sur la maison. L'hiver, ça chauffe très bien. On fait tout le temps brûler avec maximum d'air pour ne pas faire de fumée. Et après ça, on peut laisser éteindre le poêle parce que la chaleur s'est emmagasinée dans notre masse thermique, le plancher en ardoise. OK, juste en irradiant. Mm-hmm. Vraiment intéressant. Puis, est-ce que la maison a été certifiée par l'Institut allemand, Passive House? Non. Quand on est arrivé à la fin du projet, mon intention, c'était jamais d'être strict Passive House parce que c'est quand même une norme assez costaude. Assez costaude. Puis pour aller la chercher, il faut dépenser encore plus. Ouais. Et moi, mon but, c'était surtout la maison ne gèle pas. Si on met la clé dans la porte au mois de novembre puis on revient au printemps, elle n'a pas gelé. Je dirais qu'on est très proche. Je pense que la norme, c'est 15 kilowatts d'énergie par mètre carré d'espace habitable. Et nous autres, la maison... Le chauffage par année, oui. Le chauffage. Nous autres, on est comme 30 kilowatts de chauffage par année par mètre carré. OK. Notre maison à Montréal, c'est à plus comme dans le 250 kilowatts par mètre carré. Donc, on voit qu'on est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ouais. Ça fait la job qu'on veut, ça ne gèle pas, mais ce n'est pas à côté Passive House. Mais là, vous avez R110 dans le plafond, R63 dans les murs, les fenêtres vitrage triple. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus pour être certifié? Le point faible un peu, ça aurait été l'isolant sous la dalle de plancher. 6 fois R36, c'est pas assez. C'est ça. Ça aurait pris probablement au moins le double. Okay. Mais c'est comme je te dis, c'est des coûts additionnels. Puis, si tu t'en sers pas, un petit peu comme mettons quelqu'un qui veut s'acheter un système d'appoint d'énergie, ils ne consomment jamais plus que 1 kW, mais ils se sont achetés un système qui fournit 10 kWh.
c'est comme, ben, c'est le fun, tu l'as, mais ça vaut-tu la peine? Fait que c'est tout le temps, on regarde bénéfice, je dépense, c'est-tu le bénéfice que je veux? Puis avec l'ensemble du bâtiment ici, qui est Passive House Close, proche, ça fait vraiment très bien la job. Ça a coûté combien de plus qu'une maison standard à peu près? Il faut définir la maison standard. Parce qu'il y a des maisons standards, là, faites une à côté de l'autre très vite. Mais je dirais, si on part avec une maison bien construite par un bon fabricant qui fait attention aux détails, qui n'essaie pas de passer trop vite, aller vers du Passive House, je pense que c'est peut-être un 20 de plus. Mais ce n'est pas comme passer d'une cabane à un Passive House, c'est passer d'une bonne maison bien construite vers Passive House. Parce que, mettons, l'isolant des murs, si on a une construction double mur, on peut mettre les murs à la distance qu'on veut. Du cellulose, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, donc on peut vraiment isoler beaucoup plus. C'est juste d'y penser puis d'avoir un plan avant de construire pour être sûr qu'on va avoir une maison bien scellée avec bon échange d'air, bonne qualité. Ici, ce qu'il y a de fun, c'est si on est à côté des fenêtres l'hiver ou au centre de la pièce, on ne remarque aucune différence. La chaleur est pareille. Il n'y a pas d'infiltration d'air. Il y a beaucoup de monde qui vont venir qui remarquent que c'est une maison confortable. Oui. Est-ce qu'il y a 2 pellicules faible émissivité sur vos vitrages strip? Bonne question. J'ai l'impression. Je pense que oui, parce qu'ils sont certifiés Passive House. C'est vraiment ça qui fait que vous avez le même confort, même au bord des fenêtres. Ouais. Oui. Oui, j'ai oublié le nom du produit qu'ils ont pris, justement. Donc, quand on dit 20 plus cher, on pourrait dire que, disons qu'une maison nouveau climat, là, une maison vraiment bien construite. Oui. Ouais. Pour avoir l'extra d'isolant, les fenêtres encore meilleure qualité, les fenêtres qu'on a ici de NZP oscillo-battantes, ils ouvrent sur le dessus pour laisser ventiler. Photo. Je ne sais pas si tu peux montrer ça. Oui, je vais l'ouvrir ici. Et ça permet de ventiler par le haut pour avoir de courant d'air direct. Hein? C'est ça. S'il pleut, là, on le voit, c'est le dessus de la fenêtre est ouverte et ça laisse rentrer l'air. C'est des fenêtres style européenne, donc ils ouvrent vers l'intérieur, pas l'extérieur. C'est des fenêtres qui restent quand même assez propres, parce qu'ils sont dans le mur. Le mur est assez épais, l'eau ne coule pas dessus. Ça fait qu'ils basculent de même ou ils ouvrent carrément oscillant. Par l'intérieur ou par le haut, c'est ça. De même. On peut remarquer la largeur des murs, là, c'est vraiment... l'épaisseur. C'est ça. J'ai un ami qui a une maison en pierre ancestrale, puis il était assis sur la tablette, puis il disait « Hey, Steve, c'est même épaisseur de mur qu'en pierre. » C'est presque ça. Ouais. Il y a beaucoup d'espaces fenêtres qui pointent vers le sud. C'est calculé pour juste laisser assez de chaleur pour qu'il en rentre assez, mais pas trop. Autre fait bien important, c'est le toit. Le devant du toit est calculé pour être juste assez long pour que vers la mi-mai, le soleil du midi ne rentre plus dans la maison. Donc, ici, dans la photo, on voit que c'est plein soleil. Si on regarde le bas des fenêtres, on voit que l'ombre commence au bas des fenêtres. Donc, déjà, le soleil ne chauffe plus la maison le jour, qui est très bien l'été. Et vers mi-août, fin août, quand le soleil commence à rebaisser dans le ciel à l'heure du midi, là, le soleil recommence à rentrer. Et rendu le 21 décembre, là, les planchers sont complètement irradiés par le soleil. Le soleil va dans le ciel. Qui a fait le calcul? Parce que c'est bon, effectivement, souvent les gens ont des corniches trop grandes. Qui vous a aidé à calculer ça pour l'angle du soleil, de l'ombre? Et c'est combien de pouces vos corniches? Oh, je ne pourrais pas dire. Il y en a peut-être, parce que ça dépend de la hauteur par-dessus les fenêtres, tout ce calcul est évident. J'ai peut-être 2 pieds de corniche. Maximum, hein? L'architecte du projet, c'est Lucie Langlois, qui nous a aidés, a fait les calculs, la grosseur des fenêtres, combien de BTU rentrent dans la maison en hiver, en été. Donc, c'est quand même des calculs importants à faire.
on les fait une fois, puis après ça, la maison elle va être là peut-être 100 ans, puis on n'a plus à y repenser. C'est vraiment la beauté du passif, c'est juste d'y penser une fois, bien faire les calculs, puis après ça, on n'a pas besoin de rajouter de gaz ou d'électricité. Ça marche seul. Nous autres, on n'a pas de climatisation pour l'été. Ce qu'on va faire les journées très chaudes, c'est on ferme les fenêtres le jour et le soir, quand l'air est plus frais, surtout en campagne, en montagne, on ouvre toutes les fenêtres, l'air frais vient refroidir nos planchers et le lendemain matin, ben, on ferme les fenêtres s'il annonce très chaud, très humide et finalement, c'est très confortable dans la maison. Juste pour mentionner, Lucie est rendue à Drummondville. C'est vraiment sinon la pionnière au niveau de l'architecture des maisons passives, passive house au Québec. Vous avez un beau revêtement extérieur en bois. C'est du cèdre de la série Ferland à Ayers-Cliff. Très bon produit qu'ils font. Un de nos exigences au départ, c'est que ça soit une maison pour deux, premièrement. 95 du temps ou plus, on est juste deux. Donc, on a construit en fonction de deux. Le carré, ça mesure combien la superficie? À peu près 1200 pieds carrés au total. Je voulais une maison très peu de maintenance parce qu'en vieillissant, ben, c'est juste plate. Donc, en s'associant avec l'inspecteur au village, il mentionnait que si le siding et le revêtement était fait en cèdre, ben, ce n'est pas vraiment nécessaire de le peinturer. En fait, c'est en plein ce qu'il me faut. Ça va vieillir. Ça, c'est à peu près 6 ans depuis qu'il est posé. Ça fait très bien la job. Ça se marie très bien aux couleurs du bois parce qu'on est en plein bois. Et la beauté, c'est vraiment, il n'y a pas d'entretien, là. On s'attend à faire 50, 60 ans la maison avec ce revêtement-là. Au bas du revêtement, on voit que plutôt que de mettre un crépi en ciment, j'ai recouvert la fondation avec de l'ardoise. De l'ardoise 7 mm d'épais. C'est des panneaux 1 pied par 2 pieds. Wow. Ça fait juste une finition un petit peu plus noble. Très belle. L'hiver, ça capte le soleil assez pour dire qu'il n'y a pas de neige qui reste autour de la maison. Et j'ai 2 pieds de gravier d'ardoise aussi qui fait le tour de la maison pour encore essayer de garder les herbages le plus loin possible. On est en forêt, sait-on jamais qu'il y aurait un feu de gazon quand c'est très sec. Ben, je ne veux pas que le feu de gazon vienne jusqu'à la maison. Du cèdre, ça reste quand même assez flammable. Donc, c'est tout le temps essayer de penser qu'est-ce qui s'en vient, puis avoir un plan. Oui, c'est très, très beau. Je pourrais mentionner que j'ai connu Daniel Lavergne de Ripon, qui avait une scierie autrefois. Il m'avait parlé du sulfate de fer. On voit souvent un produit qui s'appelle Lifetime, là, qui vient de Scandinavie, qui est plus cher que juste acheter du sulfate de fer. C'est une poudre qu'on dissout, puis en traitant le bois, ça lui donne rapidement la patine grise, qui fait que le bois peut être plus uniforme. Mais c'est quand même beau laisser le bois comme ça, comme des vieilles branches. Effectivement, moi qui ai fait beaucoup de peinture dans ma vie, je trouve que c'est une très bonne idée. Quand les détails architecturaux sont bien faits, qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne, effectivement, il n'y aura pas d'entretien à long terme. C'est ça. J'avais regardé justement le produit que la série Ferland vendait pour pré-vieillir le bois. Mais j'ai vite réalisé que, ouais, mais il faut que je l'applique. Puis mon but, c'était de pas d'appliquer de produit parce que c'est de l'ouvrage. C'est beaucoup de bois à traiter quand même. Ouais. C'est ça. Je laisse faire la nature pour vieillir le bois tranquillement. Oui, c'est vraiment en harmonie. C'est un grand terrain, vous avez plus qu'un acre là-dessus. C'est 11 acres. 11 acres. C'est ça. C'est assez pour avoir, juste avec le vent qui fait tomber les arbres, on a assez de bois de chauffage pour passer tout l'hiver. Ça prend à peu près 8 à 10 cordes de bois fendu pour 2 personnes qui restent là à l'année longue. C'est quand même efficace. Ouais. La maison est à 24 Celsius la plupart du temps. Très, très confortable. Ah oui. Alors, parlons de votre garage solaire. C'est une Tesla, je vois, à côté du garage. Oui, c'est ça. Donc, qui a installé le système photovoltaïque? Ça a été installé par des électriciens de la région. Ils ont fait une très belle job.
Les Ce qu'on panneaux sont faisait, fournis par qui, les capteurs solaires? je crois que c'est Canadian Solar, si je me OK. souviens bien. Quand on les a achetés, il y avait option soit de les prendre de l'Ontario ou du Vietnam. Le but, nous autres, c'était tout le temps d'acheter le plus local possible. Fait qu'on a payé un peu plus cher, mais ça vient de l'Ontario. OK. C'est des panneaux 310 watts chaque, que ça fait rarement 310 watts la plupart de l'année. Il y a quelques jours pendant l'année, vers le 21 mars et le 21 septembre, quand le soleil est exactement perpendiculaire au panneau, là, ils vont même faire plus que 310 watts. Mais sur les 7400 watts possibles, en général, on va aller faire du 6000, 6300 watts. Il faut s'attendre à ça. Ça, c'est aucun ombrage. C'est ça. Avant de construire, j'avais été justement dans l'espace clairé avec un trouveur d'angle. Puis où je pensais que j'allais mettre les panneaux, je visais à, je pense, c'est 23 degrés à partir de l'horizon pour voir le soleil le 21 décembre, quand il va être le plus bas possible dans le ciel, il va être là. Si je voyais qu'il y avait des arbres entre moi et le soleil, ben, je reculais la ligne d'arbres. On s'est arrangé, pas qu'il y ait d'ombrage. Donc, à midi, le 21 décembre, il serait à 23 degrés, le soleil à peu près. Il me semble que c'est ça. Puis vos panneaux, est-ce qu'ils sont à 45 degrés pour la moyenne annuelle? Fait que c'est Lucie qui nous avait amené ça, Lucie Langlois. Pour des panneaux solaires, pour avoir l'angle optimal été et hiver, c'est il faut pointer vraiment au sud parfaitement. Comme ça, on a le soleil égal du matin à midi, puis de midi au soir. Et après ça, pour l'angle vers le soleil, c'est 90 degrés moins la latitude où ce qu'on est sur le globe. Donc, Montréal... 90 degrés moins la latitude? Moins la latitude. Donc, Québec, Montréal, Sherbrooke, on est à peu près à une latitude de 45 degrés. 90 moins 45, ça donne 45. Donc, c'est un toit à 45 degrés pour les panneaux solaires. Une chose que j'ai remarqué l'année d'après, c'est un petit peu fait cocasse. Quand je regardais le long du toit, sur un bout du toit, un petit peu comme si on regardait sur une carabine, le toit pointe exactement à l'étoile du Nord à l'année longue parce qu'elle fait face parfaitement au sud, puis qu'on est à l'angle du toit est la même que la latitude. C'est facile à trouver l'étoile du Nord. On se sert du toit, puis elle est là à l'année longue. C'est le fun. Puis quand tu parles du 6000, 6300 watts, ça, c'est le maximum que vous avez quoi en été? C'est ça. De production? Puis, la production en été, quand il fait soleil, je dépasse régulièrement 40 kWh. Par jour? Par jour. Pour opérer la maison, moi et ma femme, avec cuisson électrique, eau chaude électrique, on est vraiment 100% électrique. On n'a pas de bouilloire au propane. OK, vous avez une cuisinière et un chauffe-eau électrique. Et Oui. la cuisinière, par contre, elle ne consomme pas beaucoup? Non, parce que c'est un court temps. C'est par induction. Donc, on va allumer, on va faire bouillir quelque chose. On en a peut-être pour 10 minutes. Fait même si la cuisinière consomme 1000 watts, c'est juste 10 minutes. Donc, c'est 1/6 de kilowattheure. En général, nous autres, on prend 12 kilowatts par jour. En été, on peut produire 40 kilowatts. C'est pour ça que, on va peut-être voir tantôt, la voiture est branchée. Je recharge la voiture électrique à partir des panneaux, ce qui est vraiment le fun de faire son propre fioul quasiment gratuit avec le soleil. Pas en hiver, juste l'été, vous rechargez l'auto? Printemps, été, automne, c'est possible. L'hiver, un jour, je dirais, très ensoleillé, là, le ciel est bleu, il fait froid, on peut aller chercher 20 kWh. Mais je dirais la moyenne, c'est genre novembre, décembre, c'est plus 2 kWh par jour. Donc, l'hiver, ça prend vraiment un plan B aux panneaux solaires parce que ça produit pas mal moins. Oui. Puis la Tesla, si elle est déchargée, disons, autour de 80 c'est combien de kilowattheures à charger ça? Moi, je planifie de
j'ai assez de batterie présentement au lithium pour avoir 20 kilowatts toujours disponibles pour la voiture. 20 OK. kilowatts, ça va me donner peut-être 120 kilomètres d'autonomie dans la voiture. En général, l'été, on est capable d'aller faire les courses, n'importe quoi en voiture, puis on peut toujours recharger. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien compris, dans ta batterie, tu réserves toujours 20 kWh pour recharger l'auto qui roulerait 120 km? C'est ça, avec 20 kilowatts. Excellent. Puis, tu as quelle puissance ou charge de batterie? Tu as combien de batteries? 48 volts? J'ai 8 batteries de 5 kWh chaque, donc 40 kW de batterie, avec une consommation de 12 kW. 20 kW, ça nous donne 1 ou 2 jours d'autonomie, assez facile. Et l'extra 20 kW, si je sais qu'il va faire soleil, ben, j'en profite pour remplir le char, la voiture. OK. Avec moins de batterie, on a l'option de remplir nos batteries maison le matin, comme ça arrive souvent. Je pense que c'est pareil pour toi. Rendu 10-11 heures le matin, les batteries sont pleines. Mm-hmm. Puis c'est là un bon temps pour brancher la voiture, pour après ça, profiter du soleil pour recharger la voiture. En ayant plus de batterie pour stocker, ça donne l'avantage que je n'ai pas besoin de brancher la voiture le jour. Je peux aller rouler. Puis en arrivant le soir, toute l'énergie qui s'est stockée pendant le jour, ben là, je le transmets dans la voiture. OK. Ici, dans la photo, on voit aussi que le toit est assez long pour créer de l'ombre sur les fenêtres l'été. Le garage ne surchauffe pas. Avec les panneaux solaires, le métal de toit, le deuxième étage du garage reste frais. C'est vraiment très bien. Mm-hmm. Les panneaux sont arrangés en groupe de 2. Donc, en haut à gauche, les 2 premiers panneaux, ils sont ensemble. Ça fait un circuit de panneaux à 96 volts. À côté, un autre circuit. Il y a 12 circuits indépendants de panneaux solaires pour donner de la redondance. Si jamais il arrivait un problème avec un des panneaux solaires, j'ai une paire de panneaux solaires qui arrêterait de produire, mais il m'en reste quand même 11. Tout le temps penser à la redondance. OK, 12 circuits de 2 panneaux qui sont on dit en parallèle? En série. En série, oui. Pour faire du 92 volts qui va servir après ça à recharger mes batteries 48 volts. Une autre chose peut-être que je vais mentionner ici que j'en vois souvent, quand on pose des panneaux solaires, on a l'option de les mettre en format landscape ou portrait. Donc, on les met sur le large ou sur le long. Mm-hmm. Dans notre climat, moi, je trouve que c'est mieux de les mettre en format landscape. À l'horizontale? À l'horizontale, parce qu'il y a neigé. Bon, j'ai 2-3 pouces de neige sur les panneaux. Le lendemain, il fait soleil. La neige commence à fondre et glisser sur les panneaux. Quand ils sont en mode horizontal, les premiers panneaux du haut vont dégager plus vite, 2 fois plus vite que s'ils étaient à la verticale. Donc, les panneaux se clairent, ils recommencent à produire plus vite. Mm-hmm. Par exemple, mettons si je prends une paire de panneaux, en fin de journée, ils vont générer peut-être 200 watts. Fait que moi, je testais chaque circuit un après l'autre. Je voyais que chacune des paires de panneaux faisait 200 watts, mais j'avais une paire qui faisait juste 150. C'était la paire du côté gauche, à côté du petit bonhomme là, dans le toit. Il faisait un nombre sur 4 des petits carreaux à l'intérieur d'un des panneaux. Bien, juste de l'ombre sur 4 petits carreaux, c'était assez pour baisser la production de 25 des panneaux solaires. L'ombre, ça tue. C'est une journée grise d'hiver, mes panneaux de 310 watts, si je fais 10, 15 watts, je suis content. C'est vraiment pas un miracle, les panneaux solaires. Ça prend du soleil, puis justement, comme les tiennes ici, le fait que tu as de l'ombre, ça c'est chez nous. Ben, depuis 2 ans, on a la fibre optique, on a enlevé la soucoupe d'ExploreNet, donc j'ai moins d'ombre. Mm-hmm. Sauf que j'ai un grand pin au sud, on voit l'ombre sur le coin de la maison. Mm-hmm. Ça, c'est plate, mais je pense quand même mettre un panneau à l'horizontale au-dessus de la fenêtre de cuisine à gauche, où on voit le thermomètre. Là. Mm-hmm. Donc, à l'horizontale, tu me confirmes, c'est une bonne idée. Puis, on n'aura pas de surchauffe dans la cuisine quand on va voir ça. Mais je ne m'attends pas à des productions solaires extraordinaires avec mon pain centenaire Hydro-Sud. C'est quand même un bonus. Ça va aider quand même à recharger la batterie. Parce que je n'ai pas beaucoup de PV. J'ai juste
5 panneaux de 150 watts, 650 watts. Puis c'est Jean Pelletier qui avait installé ça, un électronicien, qui me disait qu'il aimait mieux mélanger les types mono et polycristallins pour avoir une meilleure production globale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je trouve que c'est un petit peu comme mettre des panneaux à 45 degrés pour maximiser été et hiver. Dans un environnement changeant de lumière, avoir un mix de panneaux. Il y a des panneaux qui sont plus efficaces quand le temps est gris, des panneaux qui sont plus efficaces quand il fait soleil. Donc, en ayant un mix, ben, tu essaies d'aller chercher le meilleur des deux, là. OK. C'est pas le plus. Je trouve pas que le résultat visuel est si beau que ça, là, mais c'est pas dramatique. Au niveau de. Pour revenir à ta maison, de quoi est-ce qu'on n'a pas parlé? C'est vraiment une maison extraordinaire. Peut-être juste l'image dans le garage où on voit les onduleurs. Oui, juste une seconde, Steven. Les Twisted? Non, c'est pas les Twisted. Non. C'est dans le garage, je pense. On voit les Magnuson ou encore les batteries Voltium. Je ne trouve pas cette photo-là. Je ne sais pas si tu veux. Je vais te permettre de partager juste une seconde. Si je vais dans. Au niveau de la vidéo, sécurité. Oui. Partager l'écran. Donc, tu peux partager, effectivement. Je t'ai autorisé. OK. Screen share. Bon. OK, je vais faire celle-là. Je n'ai pas mis la photo dans le dossier. OK. Je ne sais pas si tu peux voir cette photo-là. Oui, bien là, je vois toutes les petites photos. Là. Faudrait l'ouvrir. Je l'ai ouvert. Le 5 kWh. Ou si ça ne marche pas, tu peux me l'envoyer par courriel. OK. Ou je vais peut-être juste en parler. Essentiellement, c'est quand on veut être autonome, il faut tout le temps avoir un plan B. Excusez juste un instant, pardon. Tu vas être là l'après-midi pour recevoir la revue? Demain, jeudi, oui. Tu rien? Non. Tu peux? Oui. Moi, je ne suis pas là. OK. Bon, le magazine arrive demain. Vas-y, je t'écoute. Quand on est autonome, on faut être vraiment prévoyant, avoir tout le temps un plan B. Donc, ce que l'image allait montrer, c'est que j'ai 2 onduleurs, 2 contrôleurs de charge solaire, 2 boîtes de breaker DC et plusieurs batteries. Donc, si jamais il arrivait un problème avec une pièce d'équipement, parce qu'on est redondant, on continue avec l'électricité. C'est arrivé l'année passée qu'un de mes contrôleurs de charge solaire avait déjà 6 ans, a sauté, mais j'en ai 2. Donc, nous autres, on a continué de travailler à la maison. On avait de l'électricité. Les batteries se rechargeaient un petit peu moins vite, mais encore là, on n'a pas subi de panne. Puis 2 semaines plus tard, j'avais remplacé le morceau d'équipement et on repart. 6 ans, c'est pas très long pour un contrôleur de charge? Hein? C'est pas très long, mais ça montre aussi que quand ça travaille, ça chauffe, il y a toujours possibilité que ça fasse défaut. Parce que toi, ça travaille à tous les jours, vous êtes totalement autonome. C'est ça. Puis quand, mettons, l'été, je rentre 40 kWh chaque jour, ben ça travaille fort. Les petites fans dans appareils fonctionnent pour refroidir. Ah ouais. Puis c'est juste garanti 1 an ou 2, ces appareils-là, comme les batteries, j'imagine? Oui, ça semblait être garanti 1 mois de moins qu'avant que ça fasse défaut. Ça arrive souvent comme ça. Ouais, je pense qu'eux autres, c'était une garantie de 5 ans, puis après 6 ans, l'autre fait encore très, très bien la job. Là, mais le point, c'est juste, des fois, c'est mieux de penser, je vais prendre 2 appareils plus petits qu'un appareil plus gros. Un appareil plus gros, c'est commode, car j'ai juste besoin de faire une installation.
Mais si un appareil plus gros saute, ben là, on se retrouve dans le noir versus si la redondance est importante. Pour un chalet, peut-être, il n'y a pas d'importance, mais pour une maison bureau, c'est peut-être plus important de prévoir de la redondance. OK. Je peux peut-être, si tu me permets, partager. Il y a d'autres photos que tu m'avais envoyées, dont celle-ci que je trouve magnifique, où on voit votre domaine de la vue des airs. Ah oui, ça, c'est en hiver. Ben, ça montre un peu qu'on a un chemin qui rentre du chemin du village. On voit que sur le garage, la moitié des panneaux solaires sont dégagés. Ça, c'est parce que quand il neige, moi, je sors avec une pelle à toit, puis j'ai juste besoin de gratter quelques traits pour laisser le soleil se rendre jusqu'aux panneaux solaires. Et quand le soleil se rend, les panneaux solaires chauffent et la neige glisse. Ça part tout de suite. Le restant de la neige, c'était probablement le lendemain. On a souvent des questions. La neige, c'est-tu un problème hiver? Puis je dirais non. Le problème, ce n'est pas du soleil. Parce que s'il y a de la neige, mais il fait soleil, les panneaux vont chauffer, la neige va glisser. Oui. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de payer quelqu'un pour déneiger, surtout qu'il y a tellement peu de production d'électricité en hiver. C'est ça. C'est juste des dégager un peu quand il fait soleil. Ils vont chauffer, ça prend une couple d'heures et après ça, la job est faite. On est de retour à la production. Là, tu m'avais envoyé également l'intérieur du mur où on voit les fils. Ah oui. Ça fait qu'avant de construire, moi, j'avais aussi une compagnie de réparation d'amplificateurs à tubes pour les musiciens. Guitare électrique, c'est souvent un problème. On branche ça, puis on entend un hum de 60 cycles qui vient des fils électriques. Puis au sous-sol où je réparais, c'était vraiment un problème. Il y avait tout le temps un hum électromagnétique qu'on entendait des amplis. Fait que j'ai fait des tests en utilisant du fil 14-2 plat et du fil 14-3 avec 3 brins twistés aux 4 pouces. Et le fil qui est torsadé aux 4 pouces émet beaucoup moins de hum électromagnétique qu'un fil plat. Il se cancelle finalement, l'onde se cancelle. Et j'ai pris juste du fil 3 brins pour filer l'entièreté de la maison. C'était un peu drôle parce qu'il y a un des brins que je ne me sers jamais, parce que l'idée, ce n'était pas d'avoir 3 fils, mais l'idée, c'était d'avoir le torsadé. Et maintenant, avec ampli de guitare dans la maison, c'est silencieux. Fait que ça travaille quand même assez bien pour réduire un hum 60 électromagnétique. OK, excellent. Puis j'aime aussi bien vos volets extérieurs. Qui est le fournisseur? Ça, c'est auvents multiples. Je pense qu'ils sont à Belleuil, le long de la 20. Ouais. Ils vont faire des auvents sur commande, là, la longueur qu'on veut. J'aimais bien qu'il y avait une cassette en aluminium sur le dessus pour garder tout ça propre. 2 fils en stainless de chaque côté pour les garder finalement proches de la maison, même s'ils ventent. Et ça, c'est extraordinaire pour garder la maison fraîche l'été. Absolument. C'est pas trop cher vu que c'est pas des volets motorisés, c'est juste manuel. C'est ça. Motorisé, c'est des batteries, ça peut briser. Manuel, ça ne brise pas. Ah ouais. Ils sont transparents, je pense, à 80 à 10 %. Donc, on est en dedans, on voit dehors. OK. Mais les fenêtres, comme ceux-là qui sont du côté ouest de la maison, très difficile à protéger du soleil parce que le soleil de l'ouest est tellement bas que ça rentre. C'est le soleil qui tue là, pour dire que ça surchauffe la maison. Ouais. Mettre des rideaux en dedans, ben, c'est de valeur. La chaleur est déjà rentrée dans la maison. C'est ça, la vitre surchauffe. Ouais, c'est ça. Avec des auvents de même, c'est très, très, très bien. Mais je trouve ça le fun parce que vous avez des fenêtres qui ouvrent par l'intérieur, donc tu peux quand même les ouvrir et ventiler. Oui. Par contre, de l'autre côté, c'est plus difficile à mettre, mettons, des rideaux ou des stores à l'intérieur puisque la fenêtre ouvre par l'intérieur. Oui. Par contre, étant dans le bois, on n'a pas de rideau parce qu'il n'y a personne autour. Il faut choisir entre les deux. Ouais. La dernière photo que j'avais, c'est ton petit éclairage solaire. Ça, c'est combien ça vaut, ça? Une centaine de dollars? Je pense que c'était, pour ne pas dire que c'était chez Costco, c'était à peu près 50 $. Puis je l'ai mis parce que c'est
c'est un petit peu un premier pas vers l'indépendance énergétique. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça fait 4 ans que j'ai mis ça en place. Il y a le petit panneau solaire qui recharge les petites batteries. Ça illumine mon entrée en entier le soir quand on passe. Et ça fait 4 ans, je n'ai pas eu à toucher à ça. Ça fait vraiment très, très bien la job. Il y a des petites solutions aussi qui nous permettent de faciliter. Je n'ai pas besoin de mettre de fil 120 jusqu'à cette lumière-là. Puis, ben oui. un petit panneau solaire à 45, ça fait la job. C'est le fun. Les technologies d'EL et PV ont tellement diminué de prix. Ça fait vraiment des beaux petits produits, ça. Ben Steve, merci beaucoup. En conclusion, pas de regret à la maison? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changées ou si c'est à refaire? Ben, c'est certain qu'il y aurait des petites améliorations qu'on pourrait faire, mais en général, je dirais que je suis très satisfait. Ça a été 1 an de planification intense avant. Un petit peu comme toi, j'avais un meter pour savoir combien tirent mes appareils. Ça fait que j'ai passé 1 ou 2 semaines à, bon, qu'est-ce que ça consomme une cuisine dans une journée chez nous? Qu'est-ce que ça consomme la laveuse sécheuse? Pour pouvoir se faire un plan énergétique, à savoir un budget, bon, d'après moi, ça va nous prendre 10 kilowatts. Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on va consommer, ben là, on peut vraiment faire le design d'un bon système, soit semi-autonome, comme dans ton cas, ou dans mon cas, complètement autonome. Voici le petit appareil dont tu parlais qui est vraiment génial. Là, on peut brancher un appareil pour savoir combien de volts, d'ampérage, de watts ou de kilowattheures ça consomme. Donc, ça donne vraiment l'heure juste quand on veut planifier la puissance de nos panneaux solaires et aussi, évidemment, la réserve dans les batteries. Ça réserve des surprises aussi. Notre plaque à induction double qu'on a, ben, tout ce qui rentre dans la maison, je le mesure tout le temps avant. Ça fait que je voyais que la plaque, quand elle était allumée, mais pas en fonction, tirait peut-être une vingtaine de watts. Okay. Puis quand je fermais la plaque, elle tirait 40 watts. C'est comme, ben voyons donc, je viens de la fermer. Mais le circuit était fait que c'est une charge fantôme. Ouais. Pour cette plaque-là, je l'ai mis sur un interrupteur, une minuterie. Très bonne idée. Si jamais je l'oublie, ouais. Le courant coupe complètement. Ben ça, c'est génial, le kilowatt, pour ça, trouver les fameuses charges fantômes qui consomment quand l'appareil est éteint. Ben, Steve Rousseau de Voltium Énergie, merci infiniment. C'était vraiment très, très intéressant de découvrir votre entreprise, vos produits avant-gardistes. C'est vraiment ta maison qui est vraiment aussi une maison modèle à imiter de plus en plus. Merci beaucoup, André, de m'avoir écouté, m'avoir permis de parler, justement. C'est un sujet qui me passionne. Puis, comme je dis en anglais, don't get me started. Parce que oui, on pourrait continuer longtemps, mais on a tous les deux du travail à accomplir. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye.